Previously on AMC, The Five Theories. Je suis Cthulhu, périssé humain, face à mon armée de chatons. Le grand patron veut te voir, alors tu vas rester là. J'ai réussi à téléporter ton corps. Une fois que tu te réveilleras, suis la ligne de chemin de fer et tu me retrouveras. Mais quand tu te réveilleras, n'oublie pas que les chats auront dominé le monde. Quand tu te réveilleras, cours. Je sais, j'avais annoncé que les épisodes partie 2 de sujets déjà traités dans 5 théories allaient arriver, et le premier tombe sur The Walking Dead. Alors pourquoi The Walking Dead ? Pour 4 raisons. 1. Le 5 théories sur Walking Dead remonte au tout début de l'émission, ça faisait trop longtemps. 2. La série a vachement avancé, de nouvelles théories ont vu le jour. 3. La série reprend dans quelques semaines avec sa tant attendue saison 7. 4. Parce que bordel, je choisis les thèmes des épisodes selon mon humeur et mes envies. Et j'avais trop envie de parler de The Walking Dead. Te voilà? Ouais, on a un peu de temps là, je vais faire un épisode, ok? Un épisode? Non mais là, on fuit là, hein. Je le paye comment mon loyer, moi? Mais t'as pas de loyer, c'est la fin du monde. Alors, de quoi avions-nous parlé lors du premier 5 théories sur The Walking Dead ? La première théorie parlait d'un calcul qui s'était répandu sur la toile à ce moment-là, qui démontrait que le nombre de rôdeurs était incohérent. La deuxième nous faisait questionner par rapport au lien entre la série Toy Story, la troisième au lien avec Breaking Bad qui serait le préquel de The Walking Dead, et la quatrième nous démontrons que les rôdeurs avaient une conscience les premiers jours de leur transformation. Nous ne reviendrons pas sur ces théories, mais sur la cinquième, en fin de vidéo, qui nous disait que Rick était immunisé au virus. Donc, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 5 théories sur The Walking Dead, et alerte spoiler, bien entendu il faut avoir vu les 6 premières saisons. De plus, je parlerai des comics, donc si tu ne les lis pas et regardes uniquement la série, à toi de voir, en sachant que les histoires sont à la fois totalement différentes mais extrêmement identiques. Alerte semi-spoiler quoi. Allez, c'est parti. Ok, je suis sûr que pour certains, cette théorie, c'est le genre de théorie dont on pourrait s'en passer. Mais pourquoi t'en parles alors? Mais j'en parle parce que moi j'adore cette théorie. Selon cette théorie, The Walking Dead est une métaphore de... Ça part super mal, hein, excuse-moi, mais... Attends. The Walking Dead serait une métaphore de l'évolution de la civilisation humaine. Ouais, donc c'est de la merde. Attends de voir. The Walking Dead reflèterait l'évolution de notre civilisation, c'est la fin du monde, et donc les humains se doivent de reconstruire le monde. En le rebâtissant, Rick et les autres personnages marcheraient dans les pas de nos ancêtres. La première saison, c'est le temps des premiers humains où nous étions nomades et chasseurs-cueilleurs. En effet, les personnages ne vont pas cesser de se déplacer entre la petite bourgade de Rick, le camp de Shane, Atlanta ou encore le CDC. La deuxième saison, c'est la ferme d'Herschel qui représente la fin des grands voyages, c'est la sédentarisation de l'humanité qui commence l'agriculture. La saison 3, c'est Woodbury qui serait la métaphore de l'Empire romain. Le gouverneur fait sa loi tel un empereur, avec des jeux de gladiateurs qui ravissent le peuple. La quatrième saison commence avec une intense grippe qui décima une bonne partie des personnages habitant la prison. Ne serait-ce pas là encore un symbole ? Eh oui, la fameuse peste noire qui décima une bonne partie de l'Europe. Le terminus, quant à lui, symboliserait l'esclavage, un groupe de personnes exploitant un autre groupe pour vivre. La fuite de Rick et le reste de la bande symboliserait la rébellion. Et ou la fin de l'esclavage. La cinquième saison, quant à elle, possède 2 lieux phares, l'église et Alexandria. L'église symboliserait le pouvoir religieux et Alexandria la noblesse du XVIIe, du XVIIIe siècle vivant dans la luxure qui verra progressivement la religion et l'État se séparer. L'arrivée violente de Negan et de son groupe armé jusqu'au cou symboliserait l'arrivée des Européens en Afrique, détruisant les modes de vie des Africains et les réduisant à l'esclavage en colonie. Les chuchoteurs, quant à eux, qui se camouflent avec de la peau de mort et qui se battent sans armes à feu, seraient la métaphore des peuples indiens vivant aux Amériques que les Européens décimèrent en arrivant sur le continent.
Ah. Ouais, et pour certains, puisqu'on parle de l'Ouest, on parle pas d'Inde, on parle pas de Russie, on parle pas de Chine, eh bien ça expliquerait le look de Rick. Mais c'est quoi le rapport? Bah, il fait un peu cow-boy, l'Ouest, le Far West, la conquête de l'Ouest, l'histoire de l'Ouest. Ouais. Moi je trouve ça pas mal. S'il y a bien une théorie qui a fait le tour d'internet ces derniers mois, c'est bien celle-ci. Enid serait une espionne. Mais une espionne pour qui? Ben justement, bonne question parce que les gens semblent partager. Certains pensent qu'elle fait partie des Wolves, d'autres en revanche pensent qu'elle fait partie des Saviors. Évidemment, aucun signe très voyant n'a pu être remarqué, mais beaucoup affirment que les réalisateurs nous envoient vers des pistes, fausses pistes pour certains, comme quoi Enid serait une espionne pour les Wolves. Premièrement, la première fois que l'on voit Enid, elle lit un comics appelé Wolf Fight. Deuxièmement, l'épisode JSS est centré sur les Wolves et commence par un flashback d'Enid. Troisièmement, elle sort régulièrement en dehors d'Alexandria pour des raisons obscures. Donnerait-elle des renseignements aux Wolves? Ce qui expliquerait pourquoi ils attaquent la ville quand Rick, Daryl, Abraham, Michonne, Glenn et les autres ne sont plus là. Quatrièmement, pendant cette attaque justement, Enid n'est pas du tout inquiétée par le carnage dans les rues. Elle dira même à Carl, Alexandria est trop grande pour être protégée, il y a trop d'angles morts, et c'est comme ça que nous avons pu, et Carl la coupe avant qu'elle ait terminé sa phrase. Avec cette théorie en tête, cette phrase semble faire beaucoup de sens. Pour beaucoup, ce ne sont que des coïncidences ou des scènes sorties de leur contexte, et cette théorie n'a pas beaucoup de fond. Mais pour d'autres, Enid est une espionne, et c'est beaucoup trop flagrant. Depuis la fin de la saison 6, une autre théorie a vu le jour. Enid est une espionne des Saviors. En effet, l'état de santé de Maggie s'est aggravé quand Enid lui a donné des cornichons. Enid travaillerait-elle pour Negan? A-t-elle empoisonné Maggie? Si Enid fait bien partie des sauveurs, elle aurait pu empoisonner Maggie en sachant que Rick irait à la colline le plus vite possible pour la soigner. Cela aurait ainsi laissé tout le temps à Negan pour bloquer toutes les routes entre les deux villes. Non mais on s'en fout un peu d'Enid, je sais pas, parle-nous quelque chose de plus fou, genre, je sais pas, la fin de la saison 6, c'est tout ce que ça a engendré. Nope, désolé, des centaines de chaînes ont déjà parlé de toutes ces théories. De plus, faire une partie là-dessus serait une perte de temps puisque celle-ci deviendra obsolète d'ici quelques semaines. Alors concentrons-nous sur une théorie populaire qui peut durer dans le temps. Voilà une théorie qu'on m'a un peu reproché d'avoir zappé lors du premier épisode de 5 théories sur The Walking Dead. Même si celle-ci a un peu de mal, à mes yeux, à être vraiment crédible, il faut avouer qu'il y a un véritable élan d'optimisme envers elle et possède de nombreux adeptes. Cette hypothèse voudrait que l'origine du virus soit extraterrestre. De nombreuses pistes sont évoquées dans la série et les comics, que ce soit une origine humaine ou divine, mais l'origine extraterrestre n'a jamais été évoquée. Why? Pour moi, c'est sûrement car elle n'a pas sa place dans l'œuvre, mais pour d'autres, car il s'agit de la réponse. Si une civilisation extraterrestre voulait s'emparer de la Terre sans faire la guerre avec nous parce que celle-ci pourrait détruire la planète, comment cette civilisation se débarrasserait de l'espèce humaine? Eh bien en créant un virus qui n'exterminerait que les êtres humains. Reprenons donc les faits de la série. Un virus inconnu frappe le monde entier. Jenner nous le dit bien que même la Chine, la Russie, la France ont été touchés. Aucun gouvernement n'a pu y faire face. Ce virus ne correspond à aucun virus connu et peut faire revivre les humains en leur effaçant toute identité. Qui d'autre, à part une civilisation extraterrestre, pourrait créer cela? Bon, le souci c'est qu'il n'y a aucun signe, même minime, qui pourrait nous indiquer que cette théorie est valide. Aucun fait de science-fiction n'a été repéré dans The Walking Dead, et l'œuvre semble s'éloigner de plus en plus de la question de l'origine du virus. En effet, ce n'est pas le propos des comics ou de la série, et je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Est-ce alors utile de trouver des réponses à une question que personne ne se pose? Le raisonnement de cette théorie n'est pas con du tout en revanche, ce virus serait un bon moyen pour des aliens de se débarrasser de l'humanité sans toucher à la biosphère de la Terre. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. À moins que... Ouais... Si t'es un vrai fan assidu de The Walking Dead, tu sais ce que je vais dire. Le comics écrit par Kirkman sur Jeff, le frère de Rick, dont nous avions déjà eu des échos lors du tome 3 du comics, se nomme The Alien. Ce one-shot est 100% canon aux comics, comme l'a confirmé Kirkman, et met en scène Jeff Grams en Espagne durant l'apocalypse. Ceci est pour certains le signe tant attendu prouvant cette théorie. Les rôdeurs vont mourir. Ils vont mourir de quoi? De vieillesse? Mais plus ou moins en fait. Durant les premières saisons, le budget de la série ayant considérablement augmenté, les rôdeurs ont eu le droit à du relooking.
Mais cette évolution du physique des morts ne s'est jamais arrêtée, au contraire, plus les saisons défilent et plus les rôdeurs changent. Dans la première saison, ils sont pâles, intacts, puis progressivement ils deviennent plus laideux, fragiles comme dans la saison 3, puis vient la saison 6 où leur peau est devenue sombre et semble tomber facilement. Mais pourquoi les rôdeurs deviennent-ils de plus en plus dégueux? Serait-ce un choix qui va au-delà de l'esthétique? Un choix scénaristique? Oui, selon cette théorie, car les zombies, comme tout cadavre, se décomposent. La décomposition d'un corps est généralement décrite en 5 étapes. 1. Il commence à se détériorer et le sang disparaît. 2. Le corps se putréfie. 3. Il devient plus sombre. 4. Le corps se fermente. Puis 5. Il ne devient que de la pourriture sèche. Ce schéma peut se voir dans la série. Pourquoi les réalisateurs le font-ils exprès? Dans la première saison, les rôdeurs sont pâles, blancs. Puis à partir de la saison 2, ils commencent à maigrir, à être bien plus fragiles. À partir de la saison 4, on remarque que leur peau est à présent facilement déchiquetable et que les armes blanches les découpent bien plus aisément. À partir de la saison 6, ils sont presque noirs et leurs yeux ont presque entièrement fondu. Ce ne serait donc plus qu'une question de temps avant que tous les walkers se désintègrent. Cette théorie a fait beaucoup de bruit cette année, et Game Theorist a même fait une vidéo que je vous incite à voir, dans laquelle il fait des calculs pour savoir quand tous les zombies vont entièrement pourrir. Certains émettent l'hypothèse que les ennemis dans la série ne seront donc que des squelettes sur pattes dans quelques saisons. Mais non les gars, là, faut arrêter, ça serait oublier un point essentiel de la série et des comics. Ce qui ramène les morts à la vie, c'est le cerveau. Ce qui les garde en vie, ce sont leurs cerveaux. Et s'il est vrai qu'ils se décomposent lentement au fil des saisons, alors leur cerveau pourrira avec le reste. Rick et le reste du groupe n'ont qu'à attendre encore un peu de temps et tout est terminé. Observez d'ailleurs le temps qui se passe durant la saison 6. La première partie de la saison se déroule en moins de 48 heures, du jamais vu auparavant dans la série. Pourquoi? Parce que les réalisateurs savent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que les rôdeurs se décomposent entièrement. Pourquoi se déplacer d'Atlanta à Alexandria, d'une chaleur et grosse humidité à un climat plus posé? Car les rôdeurs seront moins soumis aux éléments pouvant accélérer le processus de décomposition. Le seul moyen que les réalisateurs ont trouvé pour justifier que la série continue dans la cohérence est en réduisant le temps entre les épisodes et en plaçant l'intrigue dans un état où la température est plus tempérée, pour que les rôdeurs continuent de vivre. Encore quelques temps. Encore un tout petit peu de temps. J'avais dit qu'on reviendrait sur cette théorie, et bien nous y voici. Rick serait immunisé partiellement face au virus. Au lieu de revivre et se transformer, il revit, tout simplement. De plus, il ne peut pas être contaminé par une morsure ou sang de rôdeur. Rappelons donc les deux arguments avancés dans le premier épisode. Rick a survécu 2 mois dans un hôpital sans soins médicaux, sans eau, sans nourriture, dans le coma. Ce n'est pas possible, il serait alors décédé comme l'affirme Shane qui promet de ne pas avoir entendu son cœur battre. Rick serait mort et ressuscité grâce au virus, mais ne s'est pas transformé. Rick est mort une 2e fois lors de la saison 4, Carl lui crie dessus et ne se réveille pas. Et on entendra d'ailleurs des sons de rôdeurs tout au long des plans sur Rick avant qu'il se réveille pour de bon. Vous aviez adoré cette théorie et beaucoup parmi vous ont apporté plein d'autres arguments. D'ailleurs, aujourd'hui, cette théorie a pris une telle proportion que tout le monde la connaît. Quels sont donc ces autres arguments? Premièrement, ce serait le sang de Rick qui serait à l'origine de son immunité. En effet, Carl s'est pris une balle dans la saison 2 et alors qu'il semblait n'y avoir aucun espoir, après transfusion sanguine de son père, Carl est sauvé. Carl se prendra d'ailleurs une balle dans le visage, mais tout va bien car il serait immunisé lui aussi grâce au sang de Rick. Deuxièmement, nous ne savons pas ce qu'a réellement avoué Jenner à Rick au CDC. Jenner qui avait justement fait une prise de sang à nos personnages. On sait que c'est à ce moment-là que Rick a su que tout le monde était infecté, mais... Et si Jenner lui avait dit que seul lui n'était pas infecté? Troisièmement, durant la saison 4, Rick agit comme un rôdeur pour sauver Carl, ce qui pourrait être un clin d'œil à cette théorie que les réalisateurs ont voulu nous faire. Quatrièmement, Rick se coupe avec une lame trempée dans du sang de rôdeur durant la saison 6. Tout le monde sur Twitter disait que ça y est, Rick allait perdre sa main comme dans le comics, mais non. Après de longs moments sur cette main, l'épisode suivant nous fera oublier que Rick est empoisonné, car peut-être ne l'a-t-il jamais été. Cinquièmement, quand Negan et son groupe empoisonnent leurs flèches avec du sang de rôdeur, Rick, contrairement à d'autres, ne se transformera pas, ce qui surprendra d'ailleurs bien plus Negan que nous, lecteurs habitués à cette théorie. Cette théorie semble ne plus pouvoir être contestée, et plus les chapitres et épisodes défilent, et plus cette théorie devient solide.
Et vous les complotistes, vous en pensez quoi de cette théorie, de toutes ces théories? Oui, on connaît, hein, Twitter, Tipeee, tout ça, mais là faut qu'on se casse. Mais quoi, on est au calme, y a pas de chat. Oui, bah pour le moment. On va où? Oui, c'est vrai ça, pourquoi je cours, hein. Tu vas voir. Surprise. Ben ça valait le coup de me téléporter pour 3 mètres. Oui, bah laisse-moi le temps de recharger les batteries, hein. Bon, bah pas. C'est parti. Day I stay on my bed to remember something, to the night that I made. My brain is pulling me down. Gonna spark some cigarettes and use my other hands to write the best part of my day that nobody will understand. Beat my enemy and let him die.